Bonsoir à tous et à tous et à toutes. Bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Sophie d'Aesio Mutuel et donc ce soir, nous accueillons l'équipe de Milalone pour vous parler des troubles de l'attention et quelles solutions apporter à la maison pour accompagner au mieux votre enfant. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je laisse la parole à nos collègues donc, de Milalone. Bonsoir à tous, on est ravis d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Catherine Grosmaître, neuropsychologue. Je travaille dans le service de pédopsychiatrie à Necker, l'hôpital Necker Enfants Malades. Et bonsoir, moi je suis Pauline Chaste, pédopsychiatre et je suis responsable de service de pédopsychiatrie à Necker. Voilà, donc on est là pour vous parler ce soir à la fois du trouble, des symptômes de ce trouble, un peu discuter avec vous de l'origine et puis bien sûr des répercussions au quotidien et justement des répercussions au sein de la famille et on abordera avec vous quelles solutions on peut apporter pour aider votre enfant au quotidien. Alors, on s'est dit que c'était important quand même de faire un petit rappel de ce qu'est le TDAH et donc vraiment, le point majeur quand on parle du TDAH, c'est d'avoir en tête que c'est un trouble neurodéveloppemental. Pourquoi? Parce que ça touche le fonctionnement du cerveau, mais surtout, ça intervient sur des fonctions qui se développent au cours de l'enfance. Et c'est pour ça qu'on parle de trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire l'évolution du cerveau depuis la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence. Et donc, c'est un trouble qui sera présent de la petite enfance jusqu'à l'adolescence et parfois l'âge adulte. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques, savoir si ça existait vraiment, si on pouvait parler d'épidémie. Et on a quand même plusieurs arguments pour vraiment dire aujourd'hui que oui, ça existe. D'abord, il y a vraiment des études qui ont montré que ce trouble, que la fréquence de ce trouble dans la population ne change pas tellement au cours des décennies. La fréquence qu'on retrouve aujourd'hui dans les études est à peu près la même qu'on retrouvait déjà dans les années 80 et donc on ne peut pas parler d'effet de mode. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que même si la fréquence, donc en médecine, on parle de prévalence dans les différents pays du monde, varie probablement du fait de facteurs aussi culturels dans le diagnostic de ce trouble, on est globalement quand même dans les mêmes ordres de grandeur concernant la fréquence de ce trouble, même si aujourd'hui aux États-Unis, la fréquence est vraiment plus élevée qu'ailleurs et pour laquelle on peut penser qu'il peut y avoir une petite part d'exagération. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est à peu près 5% sur le plan mondial. C'est un trouble qui touche plus les garçons que les filles. Et cette question du repérage chez les filles est une vraie question. Est-ce que c'est moins fréquent chez les filles parce que ce n'est pas suffisamment bien diagnostiqué, parce que souvent les filles ont moins de symptômes d'hyperactivité et surtout des troubles attentionnels, ou est-ce que c'est vraiment plutôt plus fréquent chez les garçons? Les garçons sont plus à risque. Alors, quels sont les symptômes du TDAH? Il y a 3 symptômes centraux que vous connaissez certainement. Le premier, c'est l'inattention, donc l'enfant est rêveur dans la lune. Le second, ça va être plus l'impulsivité, un défaut de contrôle inhibiteur. Et le troisième, l'hyperactivité. Et on a 3 types d'enfants même, ceux qui sont plutôt inattentifs, rêveurs, ceux qui vont être plutôt agités, impulsifs, et puis ceux qui ont tous les types de troubles. Alors, si on s'intéresse plus en détail aux troubles aux symptômes de vos enfants au quotidien, sur le plan attentionnel, ce sont des enfants qui vont oublier leurs affaires à l'école avec des cartables qui sont incomplets, des cahiers oubliés. Il est difficile pour eux de traiter plusieurs consignes en parallèle, ils perdent le fil de leurs pensées, ils sont extrêmement facilement distraits, à la fois distraits par leurs camarades en classe, par les enfants qui passent devant eux, qui font tomber leur stylo, mais aussi distraits par leurs propres pensées, qui va perturber le fil de leur réflexion. Ils ont par ailleurs des troubles de l'inhibition, donc ça veut dire qu'ils vont se montrer extrêmement impulsifs, ils interrompent, coupent la parole,
répondent avant de réfléchir, avant de lire la totalité de la consigne, et puis ça peut même aller jusqu'à se mettre en danger du fait de leur impulsivité. Sur le plan de l'agitation, ça peut être simplement gigoter sur sa chaise, se balancer, tripoter les objets, ou être vraiment très hyperactif avec une activité qui n'est pas vraiment en lien avec l'activité en cours, et ils peuvent se lever en classe, se lever à table, etc. Il y a des troubles qui sont plus subtils, que nous on appelle des troubles des fonctions exécutives, c'est-à-dire des troubles de l'initiation, du mal à débuter une activité, de l'organisation, de la planification, donc faire son cartable tout seul, savoir commencer un exercice seul, et des choses qui sont très compliquées pour eux, ils vont être assez désorganisés. Et puis, les derniers types de symptômes qu'on retrouve dans le TDAH, c'est peut-être celui qui va être le plus ennuyeux à la maison, c'est les troubles de la régulation émotionnelle. Ce sont effectivement des enfants qui vont vivre, être traversés par des émotions de façon très intense, que ces émotions soient positives ou négatives. Et donc, la moindre frustration peut engendrer une colère très importante qui peut être difficile à gérer au quotidien pour vous, parents. Alors, ce qui est très important, c'est que ces troubles varient selon le contexte. Donc, effectivement, un enfant peut être très en difficulté dans certains contextes, comme par exemple à l'école, alors qu'il peut se montrer très attentif à la maison devant un film, un jeu vidéo, un jeu de Lego. Qu'est-ce qui fait varier l'intensité des symptômes? C'est d'une part l'effort cognitif que l'on va demander à l'enfant. Donc, si la tâche est coûteuse, laborieuse pour lui, comme par exemple lire un livre, faire un exercice de maths, il aura plus tendance à être facilement distractible et avec une attention qui va être moins soutenue. Toutes les tâches qui sont non motivantes, monotones, une longue leçon d'histoire, par exemple, va capter difficilement leur attention. Et puis, on sait que les situations non structurées, par exemple entre la fin de la classe et la cantine, va être des situations plus à risque pour ces enfants avec TDAH. Évidemment, plus il y a de distracteurs, plus c'est compliqué pour eux de se concentrer. Et puis, il y a des études qui ont montré que c'était plus difficile, ou du moins que les symptômes étaient plus présents, plus intenses, en présence de la maman par rapport à la présence du père. En revanche, ce sont des enfants qui sont plus calmes et plus attentifs dans des situations duelles, dans des situations qui suscitent leur intérêt, ou alors même si ça ne suscite pas leur intérêt, c'est parce qu'il y a une motivation élevée qui peut être par exemple une grosse carotte à la fin d'un exercice à faire. Donc on voit bien que c'est un trouble non pas de l'attention, mais de la régulation de l'attention, et qui est très contextuel, qui va dépendre du moment dans lequel l'enfant est. Alors, une fois qu'on a dit que le TDAH était un trouble neurodéveloppemental, c'est vrai qu'on peut se demander quelle est l'origine, même si on ne connaît pas aujourd'hui tous les mécanismes physiopathologiques qui expliquent l'apparition de cette pathologie. On sait aujourd'hui quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments en lien avec le neurodéveloppement, notamment ce qui a été noté, c'est un retard de maturation cérébrale, c'est-à-dire que quand on est, le cerveau n'est pas mature, c'est pour ça qu'on ne sait pas marcher, qu'on ne sait pas parler, etc. Et il y a une maturation du cerveau jusqu'à la fin de l'adolescence. Et ce qui a été noté dans le TDAH, c'est qu'il y a un décalage, surtout dans les régions antérieures du cerveau, qui sont les régions justement qui servent beaucoup dans toutes les fonctions dont a parlé Catherine, les fonctions exécutives, la régulation attentionnelle, etc. Et donc, dans certaines études, on a trouvé même jusqu'à 2 ans de retard par rapport à l'âge réel de l'enfant dans la maturation du cerveau. Et ce qu'on peut dire aussi pour résumer, hein, parce que c'est vraiment un résumé très schématique, c'est que on a identifié aujourd'hui des régions du cerveau qui sont plus affectées dans ce trouble, qui sont les régions du contrôle attentionnel, hein, qui permettent vraiment de contrôler une tâche, et le circuit aussi qui est responsable de la récompense. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour de justement l'existence de facteurs environnementaux. Est-ce que, d'une part, on a dit cette pathologie existe vraiment, et si elle existe, est-ce qu'on n'est pas en train de faire tout un
foin en quelque sorte neurobiologique, alors que finalement les enfants qui ont un TDAH ont un TDAH parce que leurs parents sont comme ci ou comme ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les facteurs biologiques sont vraiment prépondérants, qu'il y a des facteurs de vulnérabilité à la fois génétiques, mais aussi liés au contexte de la grossesse, d'infections éventuelles, etc. pendant la grossesse, de prise de médicaments. Et donc, ni la famille ni l'enfant ne sont responsables du TDAH. Mais on sait aujourd'hui aussi qu'il y a des facteurs dans le fonctionnement familial, dans l'interaction, dans la façon dont l'interaction va s'installer entre les parents et les enfants qui peuvent favoriser ou même renforcer le trouble. Et c'est pour ça aussi qu'on est content de pouvoir discuter au sujet de ce type de trouble, c'est qu'on est convaincu du fait que plus les parents comprennent les difficultés de leur enfant et plus ils sont en mesure de s'adapter aux situations, et moins justement s'installe cette boucle négative de renforcement des troubles. Alors, le fait que ce soit un trouble neurodéveloppemental peut faire dire, bon, finalement, c'est un trouble de l'enfance, donc à l'âge adulte, tout va se résoudre. Les choses ne sont pas si simples. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près un tiers des enfants vraiment pour lesquels les troubles vont considérablement s'amender et pour lesquels on ne parlera plus de troubles à l'âge adulte. Mais finalement, il y a un tiers des personnes pour qui ça va être mieux, mais sans être vraiment complètement résolu, et un tiers pour lesquels les troubles restent largement identiques. Et donc, ce que vous voyez dans le schéma de droite, qui peut paraître un petit peu abscon, c'est que finalement, dans l'évolution des troubles, une très grande majorité de la population, même si non plus complètement les critères diagnostiques, vont garder un impact de leur vie de tous les jours et une présence de symptômes qui vont nécessiter une adaptation au quotidien. Alors, nous avons vu quels étaient les symptômes et l'origine du trouble, mais on va s'intéresser maintenant au retentissement au quotidien du trouble sur la vie de l'enfant. Donc, ce trouble, il est chronique, ça veut dire qu'il persiste dans le temps et il est invalidant, et pas juste invalidant dans un domaine qui pourrait être l'école. Donc, ça a des répercussions dans plusieurs domaines. Sur le plan scolaire, on sait que c'est surtout les troubles attentionnels qui vont avoir des répercussions sur les apprentissages. En revanche, c'est l'agitation et l'impulsivité qui va faire que l'enfant a un comportement qui est moins adapté à l'école et que certains enseignants peuvent de ce fait se sentir dépassés par ce comportement inadapté. Ensuite, le TDAH va avoir des répercussions dans les interactions sociales de ces enfants, avec des enfants qui se montrent souvent plus impulsifs et donc qui ont plus de difficultés à prendre en compte le point de vue des autres, qui peuvent se montrer davantage autoritaires et qui peuvent, de ce fait, se faire rejeter par leurs petits camarades. Donc, c'est des enfants qui parfois sont même isolés. Il y a toujours des répercussions sur le plan émotionnel. Pourquoi ? Puisque comme c'est des enfants dont le comportement n'est pas toujours adapté du fait de leur hyperactivité et de leur impulsivité, ce que leur renvoie leur environnement, que ce soit familial ou scolaire, c'est justement qu'ils n'agissent pas très bien et que leur comportement est inadapté, que ce sont des enfants qui sont fatigants. Et donc ça a systématiquement une répercussion sur la confiance en soi, l'estime de soi qu'a l'enfant. Et puis, on verra ensuite que donc ça a certes une répercussion sur l'estime de soi, mais ça peut même entraîner par ailleurs une anxiété, voire une humeur triste par ailleurs. Et puis, dernier domaine dans lequel le TDAH a un impact, c'est sur le plan familial, avec des parents qui peuvent effectivement se sentir dépassés par les troubles de leur enfants, épuisés du fait d'avoir à répéter sans arrêt les mêmes consignes qui ne sont pas écoutées. Et puis, dans les études, on a montré que les parents d'enfants avec TDAH sont en général plus critiques et plus coercitifs, c'est-à-dire qu'ils posent des limites beaucoup plus strictes que les familles d'enfants lambda sans TDAH. Alors, est-ce que les répercussions sont uniquement liées à l'intensité du trouble? La réponse est non. Donc, si vous regardez ce petit schéma, le trouble est représenté par le poids.
Donc, on voit que les poids sont plus ou moins importants, c'est-à-dire que l'intensité du trouble est plus ou moins lourde. Mais ce qui va être important, ce n'est pas tant l'intensité du poids, mais la taille du ballon. Le ballon, c'est ce qui va permettre à l'enfant de s'adapter malgré ses difficultés. Que représente le ballon? C'est à la fois les habiletés cognitives de l'enfant, son intelligence générale, mais aussi ses habiletés plus d'un point de vue émotionnel, notamment sa capacité de résilience, de vivre avec son trouble, et puis tous les aménagements, les adaptations que vont procurer l'environnement, que ce soit sur le plan scolaire et familial. Donc, si on voit l'enfant D, certes, il a des troubles sévères, mais du fait qu'il ait certainement des habiletés cognitives bien efficientes, c'est un enfant qui interagit avec ses pairs, qui a des camarades et un environnement bienveillant, on voit que cet enfant est sorti de la zone pathologique et a un pronostic favorable. Donc oui, même avec un enfant qui a des difficultés sévères, on va pouvoir l'aider et réduire les répercussions au quotidien de cet enfant. Alors, dans le poids et le ballon, ce dont je vous parlais, c'est à la fois les habiletés cognitives, mais c'est sûr que ce qui va compter aussi, c'est les difficultés associées. Le TDAH, c'est un trouble qui est rarement isolé, comme la plupart des troubles du neurodéveloppement, et l'association de troubles est plutôt la norme que le fait de le retrouver isolé. Parmi les troubles les plus fréquemment associés, on a bien sûr les troubles du langage et des apprentissages, mais on a aussi d'autres troubles psychopathologiques comme le trouble oppositionnel avec provocation, les troubles anxieux et les troubles de l'humeur. Donc le trouble oppositionnel avec provocation, qui est différent du TDAH, il correspond aux enfants qui sont d'une humeur relativement colérique la plupart du temps et qui ont du mal à respecter le cadre, l'autorité, avec un esprit qui est souvent vindicatif et donc hostile envers toute forme d'autorité représentée par les adultes. Peut-être c'est important quand même d'insister là sur ce que tu as dit. Tu as dit c'est différent du TDAH. Vraiment, je pense que c'est une notion très importante et c'est vraiment important de pouvoir distinguer le TDAH du trouble oppositionnel. Il y a une grande majorité, tu dirais, une grande partie en tout cas, une grande portion des enfants qui ont un TDAH qui n'ont pas de trouble oppositionnel et qui d'ailleurs peuvent passer inaperçus et pour lesquels on peut avoir un diagnostic retardé. Mais dans les stratégies thérapeutiques, c'est aussi vraiment très important de distinguer les deux. Après, il y a un autre trouble sur lequel on voulait insister avec Catherine, qui est vraiment important, c'est les troubles anxieux, qui sont souvent aussi un peu sous-estimés parce qu'on a beaucoup insisté pendant les dernières décennies sur le côté plutôt cognitif du TDAH et qui pourtant sont quand même vraiment très fréquemment associés. On ne sait pas trop. Catherine va en parler, de quelle façon, par quel mécanisme c'est associé, mais qui sont importants à repérer chez l'enfant. Et l'anxiété chez l'enfant, ça ne se manifeste pas toujours comme chez l'adulte. Ça peut être des plaintes somatiques, mal au ventre, mal à la tête, envie de vomir, etc. Ça va être beaucoup des troubles du sommeil. Ça va se manifester par un besoin important d'être rassuré, ce à quoi on va avoir tendance à répondre de façon facilement systématique, alors que ce n'est pas forcément la solution. Ça peut être aussi le fait d'éviter, éviter les tâches scolaires, éviter de travailler, parce que finalement, comme ça, on n'a pas besoin de se confronter aux difficultés, éviter d'aller à l'école avec l'absentéisme. Et puis, ça peut majorer les problèmes de concentration et de mémorisation. Et là, c'est important de pouvoir faire la différence, justement, entre un vrai TDAH et des difficultés de concentration liées justement à l'anxiété. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi que quand on parle de problème de concentration, ça ne veut pas forcément dire toujours qu'il y a un TDAH. L'autre trouble qui peut être associé chez l'enfant et qui peut vraiment souvent passer inaperçu, parce que là aussi, il peut se manifester différemment chez l'enfant de chez l'adulte, c'est l'épisode dépressif, la dépression chez l'enfant, qui là aussi chez l'enfant prépubère peut se manifester par des plaintes somatiques,
mais aussi par une irritabilité, une forte réactivité affective, des réactions comme ça un peu effervescentes. Et qui vont être parfois à tort aussi prises justement pour un trouble oppositionnel. Et donc, il faut vraiment l'avoir en tête. L'irritabilité, elle est encore plus caractéristique chez les adolescents qui vont être grincheux, agressifs, ce d'autant que quand ils sont vraiment trop en difficulté, ils peuvent désinvestir les apprentissages. Et comme on sait, dans la vie de tous les jours, c'est quand même un sujet de discussion parents-enfants un peu inévitable. Et qui peuvent avoir des troubles du sommeil qui vont passer inaperçus parce que ça va pas être des insomnies, mais au contraire ce qu'on appelle une hypersomnie, c'est-à-dire une tendance à aller se coucher un peu tout le temps. Et par exemple, aussi en lien avec l'évitement des apprentissages, d'aller faire la sieste plutôt que de se mettre au travail. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir en tête que la dépression chez l'enfant et chez l'adolescent, elle n'a pas forcément la même présentation que chez l'adulte, et donc il faut y penser. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut apporter? La Haute Autorité de Santé, elle recommande en premier lieu les adaptations à l'école et des adaptations aussi à la maison. Alors, on a décidé avec Pauline de vous parler d'abord du médicament parce que c'est une question que vous avez fréquemment. Donc, on va d'abord vous parler du traitement médicamenteux avant de vous parler des adaptations qui sont plus recommandées en première intention par l'HAS. Et finalement, vous allez trouver qu'on est un peu, obsédé par cette question des polémiques, mais c'est vrai que dans le TDAH, il y a toutes sortes de polémiques sur l'existence ou pas, l'épidémie ou pas, et en lien avec tout ça, la prescription excessive ou pas de méthylphénidate. Puisque le traitement essentiel du TDAH, c'est le méthylphénidate, qui est un dérivé d'amphétamine, et celui qu'on connaît le mieux, puisque c'est celui qui existe depuis le plus longtemps, c'est la Ritaline. Alors, le traitement du méthylphénidate, il a fait beaucoup parler de lui parce que il est de plus en plus prescrit en Europe, y compris en France, mais beaucoup moins prescrit en Europe et notamment en France qu'aux États-Unis. Et donc, finalement, où est le bon curseur, où est le juste curseur? Ce qu'on voit sur le graphe de gauche, c'est que globalement, en France, on se situe dans une fréquence de prescription qui est globalement à peu près en phase avec celle des autres pays européens ou du Canada. Et en effet, aux États-Unis, c'est très au-dessus, et l'objectif n'est pas nécessairement de rejoindre la courbe des États-Unis. Alors, j'interviens, mais si on reste sur ce graphe de gauche, on voit que on est bien en deçà, on est à moins de 1% des enfants, donc bien en deçà des 5% d'enfants qui présentent un TDAH. Tous n'ont pas besoin d'un traitement, et en France, tous les enfants avec TDAH ne sont pas traités. Oui, ce qui veut dire que la prescription qu'on retrouve correspond à peu près intuitivement à ce qui devrait être, même si on pense qu'on est quand même en deçà des prescriptions qui seraient probablement appropriées. Et d'ailleurs, le graphe de droite, ce qui montre, c'est que la prescription a augmenté sur ces 10 dernières années, 10 dernières années. Mais ce qu'on pense, c'est que on rattrape quelque part le sous-traitement d'un certain nombre d'enfants. Et ce que vous voyez, c'est qu'on reste vraiment très en deçà effectivement, ce que tu disais, des 5% de patients qui ont un TDAH traité. L'avantage du méthylphénidate, c'est que c'est un traitement qu'on connaît depuis très longtemps aujourd'hui et dont on sait que c'est un traitement qui est sûr et efficace. Ça ne veut pas dire qu'il est dénué d'effets secondaires, ça c'est sûr, que c'est comme tous les traitements, et pas seulement les traitements psychotropes d'ailleurs, un traitement qui a des effets secondaires, et donc on pèse toujours le pour et le contre avant de le prescrire, mais donc d'une part on connaît bien les effets secondaires, et dont on voit sur ce graphe avec les petites croix, puisque le méthylphénidate, c'est la petite croix en vert, qui signifie, alors c'est un graphe peut-être un petit peu compliqué, mais c'est le positionnement de cette petite croix signifie que c'est un de ceux qui a le meilleur rapport entre l'efficacité et la tolérance.
parmi ceux qui fonctionnent très bien, c'est un de ceux qui a la meilleure tolérance. Et donc aujourd'hui, c'est le traitement de référence du TDAH. Qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qu'on dit psychostimulant, puisque c'est un médicament qui a un effet sur la vigilance. Et d'ailleurs, c'est un des mécanismes principaux et c'est pour ça que ça marche bien, surtout quand il y a des difficultés d'attention dans la durée. C'est un médicament qui ne guérit rien, mais qui permet à l'enfant de compenser les difficultés. Quand on dit que ça ne guérit pas, pour prendre un exemple d'un médicament au contraire qui guérit, c'est l'antidépresseur. L'antidépresseur, on va le prescrire sur une durée donnée parce que le fait de le prescrire sur plusieurs mois permet de revenir à un niveau de fonctionnement normal des neurotransmetteurs dans le cerveau. Et le fait de revenir à ce niveau normal permet, après quelques mois, pour l'antidépresseur en général, c'est entre 6 mois et 1 an, d'arrêter le médicament. Là, ce qu'on sait, c'est que c'est une substance qui va permettre de réguler la circulation des neurotransmetteurs dans la synapse des neurones dopaminergiques, c'est-à-dire qu'il y a des neurones dans le cerveau qui ont une fonction très spécifique, qui fabriquent un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et la jonction entre ces neurones qui communiquent, ça s'appelle la synapse, et la dopamine joue un rôle important dans le bon fonctionnement de la communication des informations entre les neurones. Et le fait de donner le méthylphénidate, ça permet d'induire un cycle de circulation de ce neurotransmetteur qui est amélioré, qui permet de compenser, mais par contre, qui n'a pas d'effet à long terme. Donc, même si c'est un médicament qui n'a pas de risque de dépendance, c'est un médicament qui ne crée pas de dépendance à long terme comme certains antalgiques ou certains anxiolytiques. C'est un médicament dont on va continuer à avoir besoin dans la durée, mais ce n'est pas parce qu'il y a une dépendance, c'est parce que ça ne guérit rien. Au-delà du fait qu'il ne crée pas de dépendance, ce qu'on sait, c'est qu'il a quand même probablement un effet à long terme sur le risque d'addiction. Et le fait de prescrire du méthylphénidate serait lié à un moindre risque d'addiction à l'adolescence. Donc, on vous a parlé du médicament. Maintenant, on va vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire en famille pour aider au mieux ces enfants avec TDAH. Donc, la première des choses, c'est de bien comprendre le trouble de son enfant, ses difficultés et donc ses réactions au quotidien. Pourquoi? C'est en comprenant au mieux les difficultés de son enfant qu'on va avoir des attentes qui sont plus réalistes dans son fonctionnement familial et éviter toutes les situations absolument impossibles avec le risque à la fois d'épuisement et un sentiment qui est souvent associé d'incompétence parentale. Alors maintenant, je vais vous poser une petite question, c'est qu'est-ce que vous voyez sur cet écran? Donc, je vous laisse quelques petites secondes pour répondre. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont repéré que 4 plus 3 ne faisait pas 6 et qu'effectivement, il y avait une erreur. Et très souvent, dans le fonctionnement général familial, on repère les comportements qu'on dit perturbateurs et on oublie de voir ce qui va bien. Donc là, on a repéré la mauvaise addition, mais il y avait aussi 3 bonnes opérations qu'on n'a pas forcément relevées. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a reconnu les difficultés de son enfant, c'est de recentrer sur ce qui fonctionne bien pour 2 raisons. À la fois pour valoriser son enfant. On a parlé tout à l'heure des répercussions du mauvais comportement de l'enfant sur son estime de lui. Ça, c'est déjà la première chose. Et pour améliorer les relations parents-enfants. Mais la deuxième, c'est qu'on a montré que si on valorisait les comportements adaptés et qu'on les renforçait par une récompense, ça ne veut pas forcément dire un cadeau, ça peut être juste une récompense sociale. Bravo, tu t'es lavé les dents aujourd'hui sans que j'ai besoin de répéter, ou bravo, tu as mis tes affaires au sale sans que j'ai besoin de te le demander.
On a montré qu'il y avait plus de chances que l'enfant répète ses bons comportements les jours suivants, alors que si on punissait, alors pas forcément avec une punition réelle, mais ça peut être juste avec une réprimande, un comportement dérangeant, comme par exemple l'enfant qui n'a pas remis sa serviette mouillée correctement sur le porte-serviette, on a montré que ça n'avait pas d'impact, la répercussion. À court terme, l'enfant comprend qu'il a mal agi, mais le lendemain, il va recommencer. Et donc, pour modifier à long terme un comportement qui soit le plus adapté possible, il vaut mieux porter son énergie et son attention sur les bons comportements et les renforcer, plutôt que de réprimander les mauvais comportements. Peut-être si je peux ajouter une chose par rapport à ça, c'est que il faut rappeler ce qu'on a fait comme distinction avec le trouble oppositionnel. Et il ne s'agit pas de ne pas réprimander ou donner suite à des comportements mal intentionnés. Hein. Là, on parle des mauvais comportements qui sont agaçants, pas fermer la porte du placard, s'asseoir de travers, faire tomber son cahier, écrire pas proprement dans son cahier, etc. Et c'est important de bien préciser qu'on distingue ça du fait d'aller agresser un petit camarade, dire des choses méchantes, voilà, des choses comme ça. Alors, la troisième chose sur laquelle on voulait insister, c'est une chose qui revient vraiment très souvent au quotidien, c'est le fait pour les parents d'en avoir marre de répéter. Souvent, on fait le constat, d'ailleurs on le dit, mais j'en ai marre de répéter, mais combien de fois il faudra que je te le dise, etc. Et finalement, en tant que parent, on adapte rarement son comportement. Pourtant, c'est une stratégie vraiment assez simple, je dirais, hein, je pense, à adapter, voilà, simple et efficace à adapter. Et si on se rend compte que son enfant, quand on lui répète les choses de façon habituelle, finalement n'en tient pas compte et n'arrive pas à en tenir compte, ça vaut le coup d'aller spécifiquement s'adresser à lui de façon différente. Se mettre à sa hauteur, établir un contact visuel, s'assurer qu'il a bien entendu, éventuellement commencer l'activité avec lui et s'assurer que finalement l'information est vraiment bien passée. En s'assurant d'être constant, hein, c'est vrai qu'une difficulté quand on est parent, c'est d'avoir des réponses un peu homogènes d'un jour sur l'autre. Parfois, on va être fatigué, parfois pas. Parfois, on vient de lire des conseils sur le TDAH. Parfois, on les a mis dans un coin de sa tête. Mais on sait que plus on va être constant et plus ça va être efficace. Et dans cette constance, il y a aussi le fait d'être, d'établir une conséquence proportionnelle à la tâche non réalisée et de pouvoir induire une certaine compréhension par les enfants des enjeux et des types de situations qui vont susciter ces réactions. Une autre chose qui peut être compliquée à gérer au quotidien, ce sont les colères qui sont liées à cette dysrégulation émotionnelle. Donc, en général, une colère incontrôlée, ça dure en général entre 20 et 25 minutes, quelquefois un peu plus, mais la plupart du temps, ça va être le timing d'une colère classique. Évidemment, l'idée, c'est déjà de repérer quels sont les facteurs qui déclenchent les crises et d'essayer de les éviter au maximum. Et puis, une fois que la crise débute, l'idéal est plutôt d'avoir une écoute empathique, à la fois ferme et puis pareil, toujours constante, sans se laisser, en tentant de ne pas se laisser soi-même déborder par ses propres émotions. Ce qui va être plus difficile à gérer, c'est après le refus, c'est vraiment le sommet de la crise, quand l'enfant est hors de lui, pas contrôlable. Et dans ce cas-là, on pourrait vous parler de ce qui pose aussi question, mais du time-out. C'est un moment au sommet de la crise où l'enfant est à la fois hors de lui, mais le parent, du fait de l'agressivité de son enfant, peut lui-même se sentir absolument dépassé et dire des choses qu'il n'a pas envie de dire. Donc c'est vraiment un moment où il faut essayer de couper cette relation d'une façon ou d'une autre. Donc si l'enfant ne peut pas aller s'isoler dans sa chambre, on peut aussi rester dans la même pièce, mais c'est plus un moment où on essaye de
d'interagir avec son enfant et de lui faire entendre ce qu'on aimerait. Donc, attendre la fin du sommet de la crise avant la période de décompression où l'enfant, justement, a besoin de calme, de reprendre ses esprits. Et ce n'est pas non plus le moment d'interagir et de reprendre ce qui a été difficile. Et bien sûr, il faut reprendre après coup. Alors, après coup, quand est-ce qu'on reprend la colère? Ça peut être juste après, mais pour les enfants un peu plus grands, quelquefois, on peut laisser passer plusieurs heures, voire reprendre le lendemain ce qui a été compliqué à gérer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au départ, on essaye d'apaiser l'enfant en gardant son calme et en trouvant des solutions, en restant assez constant et bienveillant. Et puis, quand on est au sommet de la colère, c'est plutôt... la règle est plutôt de ne plus interagir avec son enfant, soit en l'isolant, soit en s'isolant soi, soit en restant dans la même pièce, mais sans interaction. Et juste si je peux ajouter là-dessus, c'est vrai que on sait qu'il y a des facteurs familiaux globalement quand même. Quand on parle de facteurs génétiques hérités, ça va avec le fait qu'il y a des tempéraments quand même qui sont plus partagés dans les familles et que donc quand on est parent d'un enfant qui a un TDAH, on est plus prompt à être plus impulsif, à avoir soi-même plus de difficultés de régulation émotionnelle. Et en ça, cette courbe de la crise, ça peut être intéressant aussi de se l'appliquer à soi-même et de pouvoir différer aussi sa réaction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de médiatisation autour de la pleine conscience, et donc je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, mais l'idée c'est aussi en tant que parent de pouvoir travailler au fait de mettre un tout petit espace entre ce qui se passe et sa propre réaction, pour aussi ne pas être dans des réactions complètement frontales, être hors de soi parce que l'enfant est hors de lui, et avoir des réactions aussi nous qui nous dépassent. Alors, une des situations d'ailleurs qui peut être vraiment très prompte à la crise, mais qui n'est pas la seule évidemment, c'est le moment de faire les devoirs. Ça peut être un moment vraiment très compliqué dans la relation parent-enfant. Alors, quand c'est vraiment trop compliqué, parfois il nous arrive de recommander que finalement quelqu'un d'autre s'en occupe, mais ce n'est pas forcément toujours évident à mettre en place. Et l'idéal, c'est quand même de pouvoir continuer à le faire soi-même, d'une part pour montrer à son enfant justement qu'on est capable soi-même de se réguler, mais qu'on est capable aussi de l'aider à mettre des stratégies en place pour que ça puisse se passer le mieux possible. On sait que dans le TDAH, les enfants ont des difficultés d'organisation. Catherine a parlé tout à l'heure, difficultés de planification, d'organisation, ce qui veut dire qu'ils vont avoir des difficultés à anticiper le temps que va leur prendre leur travail. Ils ont souvent tendance à sous-estimer le temps que va leur prendre leur travail, et ils vont assez peu finalement avoir spontanément eux-mêmes ils vont assez peu spontanément mettre en place eux-mêmes une routine de travail. Et donc, un des objectifs, c'est de nous, les parents, les aider à mettre en place cette routine de travail. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de les aider à faire le ménage sur leur bureau. C'est souvent des enfants assez créatifs, sympas, qui vont avoir rapporté les dessins qu'ils ont fait dans l'après-midi sur leur bureau, le CD qu'on vient de leur prêter, leur pyjama qu'ils n'ont pas rangé et qu'ils ont mis sur leur bureau une fois que vous avez hurlé 4 fois qu'il fallait le ranger, et donc qui vont être distraits par tous ces objets sur le bureau qui n'ont rien à faire là. Et donc le fait de proposer un cadre de travail propre et de les aider à ranger de temps en temps, ça fait gagner beaucoup de temps ensuite. Alors si je peux intervenir, il faut à la fois enlever les distracteurs, mais il y a des enfants agités, hyperactifs, qui ont besoin de bouger tout en travaillant. Il faut aussi, c'est pour ça que je vous dis, la première étape, c'est de comprendre à la fois son trouble, mais qu'est-ce qui aide son enfant. Il y a des enfants qui travaillent mieux, qui récitent mieux leur son en marchant ou allongés ou en se balançant. Et le fait d'eux-mêmes être en action peut les aider à mieux se concentrer. Il faut savoir respecter ce besoin de bouger. D'ailleurs, ça me fait penser que pour les plus grands, on a oublié de noter que parfois, il faut pouvoir tolérer aussi qu'ils travaillent en musique. C'est le fait d'avoir un fond sonore pour les enfants qui ont un trouble attentionnel, ça peut être vraiment une aide.
Alors ensuite, dans le même ordre d'idée que d'établir la routine de travail, il faut les aider à planifier le travail à effectuer. D'autant plus qu'ils grandissent et qu'ils accèdent à des classes supérieures. Il faut vraiment les aider à prioriser et à avoir un petit peu une idée du temps que va leur prendre chaque travail. Et pour ça, il faut définir à l'avance le temps de travail et les pauses qui vont être nécessaires. Si vous savez qu'ils vont avoir 3 heures de travail le dimanche, vous pouvez difficilement envisager qu'ils fassent tout d'une traite, puisque c'est des enfants vraiment qui ont des difficultés à travailler dans la durée. Et donc, on sait qu'il va falloir faire des pauses. Et plus ces pauses seront anticipées, et mieux ça se passera. Chez les plus petits, parce qu'après les plus grands, c'est vrai qu'en général, ils compensent avec d'autres compétences cognitives, mais chez les plus petits, c'est vraiment important de pouvoir segmenter les consignes, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils en oublient. Et donc, ils peuvent être aussi très frustrés eux-mêmes d'avoir oublié. Et le fait de les segmenter, ça leur apprend aussi eux-mêmes, après, dans les devoirs en classe, à segmenter les questions et à ne pas en oublier. Si malgré tout ça, ça se passe mal, et si on arrive à une situation vraiment de conflit important, vraiment ce qu'on recommande, c'est de se retirer, d'arrêter les devoirs et de laisser le temps à l'enfant aussi de pouvoir, d'une part, laisser retomber sa colère, mais aussi soi-même pouvoir relativiser peut-être un certain nombre d'attentes qu'on a. Et puis pouvoir faire une pause attentionnelle et pouvoir reprendre derrière plus calmement. Et quand vraiment c'est trop compliqué, qu'un des parents n'y arrive pas, et ça peut être pas mal aussi de se relayer entre parents. S'il y a un grand-parent, par miracle, très investi dans les devoirs, ça peut être super aussi. Et puis, toujours dans la même idée que ce que disait Catherine, sur le fait de renforcer les éléments positifs, c'est extrêmement important de pouvoir valoriser tout ce qui se passe bien et récompenser les réussites. Alors, ça ne veut pas dire offrir des bonbons quand on a fait la bonne addition, parce que sinon, on peut aller assez vite vers une obésité. Mais de pouvoir passer un bon moment de jeu si ça s'est bien passé, pouvoir aller voir un film qu'on avait tous envie d'aller voir le samedi soir si les devoirs sont terminés le samedi après-midi, voilà, passer des moments ensemble de qualité. Et puis, moi, il y a une chose, c'est vrai, à laquelle je suis vraiment très attachée, c'est la question de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on le voit pour tous les enfants qui ont des difficultés cognitives, quelles qu'elles soient, et ça peut être vrai, vraiment très, très vrai chez des enfants qui ont un handicap intellectuel, mais qu'on retrouve aussi chez les enfants qui ont un TDAH, c'est que finalement, on compense énormément leurs difficultés et on a l'impression de leur rendre service en faisant à leur place. Alors que c'est vraiment extrêmement important de pouvoir jouer aussi sur cette autonomie parce que ça les valorise et ça leur permet au fil du temps de pouvoir compenser un certain nombre de difficultés. Je donne un exemple. Un enfant TDAH souvent va être distrait dans la rue. Une attitude assez banale va être de tarder le plus possible avant de le laisser tout seul aller à l'école. Alors que finalement, si on l'autonomise, si assez vite on l'envoie à peu près au même âge que les autres, aller à la boulangerie, pouvoir rester un petit peu tout seul à la maison, etc. Et finalement, l'enfant va aussi prendre conscience d'un certain nombre de dangers, va prendre conscience d'un certain nombre de difficultés qu'il a et va aussi apprendre à compenser finalement plus vite. Puisque l'objectif final, quand même, c'est qu'il soit autonome. Donc, le fait de toujours faire à sa place son cartable, l'aider à s'habiller parce qu'il va regarder les oiseaux sur le joli papier peint qu'on a derrière nous, au lieu de s'habiller, ça va certes lui rendre service sur le moment, mais ça ne va pas lui rendre service sur le long cours. Donc, bien sûr, il faut adapter les demandes, il faut assurer la sécurité. Bien sûr que chez des enfants qui ont un TDAH sévère, qui se mettent en danger très régulièrement, qui vont grimper sur tous les murs qui passent, ça va être compliqué de les laisser aller à l'école tout de suite, tout seuls. Mais
à la mesure de l'enfant, là où il en est, vraiment pouvoir l'aider à prendre son autonomie. Ça l'aide considérablement à prendre confiance en lui. Voilà, donc on espère vous avoir apporté quelques clés, à la fois sur la compréhension du trouble et puis sur comment on peut s'adapter au quotidien. On a gardé un quart d'heure pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, on a une première question. Il n'y a pas d'oiseau sur le papier par derrière. On a une première question de Nathalie. Pour l'évolution du TDAH à l'âge adulte, est-ce qu'on sait si l'amélioration est liée à la rééducation qui est faite ou est-ce liée à chaque enfant sans lien avec la rééducation? Moi, je dirais que c'est pas que le trouble en lui-même, enfin l'évolution du trouble en lui-même n'est pas nécessairement liée. Et plutôt lié à la nature de la maturation cérébrale. En revanche, la façon dont l'enfant va pouvoir compenser et la sévérité de l'impact au quotidien est très certainement liée à la qualité des rééducations. Autre question, Eric, qui demande, est-ce qu'on peut déceler un TDAH à n'importe quel âge? La réponse est oui, puisque certes, le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, donc les symptômes sont présents dès la prime enfance, mais ce qui va être important, ce sont les répercussions, et ça va donc dépendre de toutes les compétences qu'a la personne par ailleurs. Donc, si l'enfant a de très bonnes compétences sur le plan relationnel, social, intellectuel, les troubles, par exemple, attentionnels, ne vont être visibles que typiquement au collège. Il y a même certains parents dont on voit l'enfant pour une évaluation intentionnelle qui ne mettent un nom sur leur pathologie qu'à l'âge adulte. Alors moi, je prendrais bien la question d'Isabelle. Comment fait-on la différence entre le trouble et un caprice? Encore une fois, les colères très importantes, l'opposition, les refus des frustrations, etc. ne sont pas caractéristiques du TDAH, mais du trouble oppositionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'un enfant qui fait un caprice a un trouble oppositionnel, parce que sinon tous les enfants auraient un trouble oppositionnel. Et on ne peut pas faire complètement la part des choses entre le comportement habituel d'un enfant et un trouble. Ce qui fait qu'on va parler de trouble, c'est quand c'est anormalement intense, anormalement fréquent et que ça a un impact sur la vie quotidienne. Il y a une autre question qui me plaît bien, je peux la poser. L'alimentation peut-elle avoir une influence sur l'évolution de l'enfant? Moi, je dirais qu'on ne sait pas. Je pense qu'il y a 3-4 ans, on aurait répondu plutôt que non. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent l'impact de la qualité de l'alimentation sur le fonctionnement cérébral dans toutes sortes de pathologies, même des pathologies neurodégénératives. Hein. Et donc, je pense que la réponse pourrait être un jour oui, mais vraisemblablement plutôt de l'ordre de l'intérêt d'une alimentation diversifiée, équilibrée et riche en antioxydants de manière générale, mais sans qu'il y ait de recommandations sur la nécessité de donner plus certains types d'aliments que d'autres. Question de Sandrine. Si le médicament ne guérit rien, les enfants ayant commencé ce type de médicament devront le prendre tout au long de sa vie? Non, puisque d'abord, on a vu que certains allaient avoir leurs troubles qui allaient diminuer. Il y a un tiers qui n'auront plus de difficultés à l'âge adulte. Et puis, par ailleurs, malgré le fait qu'on puisse avoir des difficultés, la connaissance que l'adolescent et puis l'adulte va acquérir de son propre trouble va faire que lui-même va trouver des adaptations. Certains adultes peuvent travailler avec leur téléphone portable à côté, d'autres avec TDAH vont savoir qu'ils ne peuvent pas avoir ce distracteur, ils vont savoir qu'ils ont besoin de pauses importantes, ils vont choisir des métiers qui leur correspondent. Donc certes, ils vont conserver des difficultés attentionnelles, mais ils vont adapter leurs difficultés au quotidien, surtout dans leur travail, en fonction de leurs difficultés. Je vais prendre une question assez simple. Mon fils est sous Concerta, est-ce que c'est la même molécule? La réponse est oui.
Le Concerta, le Medikinet, le Quasim, la Ritaline sont tous des médicaments dont la molécule active est le méthylphénidate. Ce qui change, c'est la nature des produits qui sont associés pour modifier la libération. Et donc, ce qui va modifier l'effet, l'efficacité, c'est le fait que la molécule soit plus ou moins, soit libérée plus ou moins vite, et probablement qu'il peut y avoir aussi des questions de passage dans le liquide céphalorachidien, qui est le liquide qui entoure le cerveau. Autre question, Nathalie. Que pensez-vous du lien entre troubles déficit de l'attention et syndrome dysexécutif? Est-ce que finalement on ne parle pas de la même chose? La réponse est non, dans la mesure où le trouble déficit de l'attention concerne principalement l'attention, comme son nom le dit, alors que dans le syndrome dysexécutif, l'attention peut d'une part être efficiente et les difficultés exécutives sont vraiment au premier plan. Donc, c'est vraiment des difficultés d'organisation. On n'a pas parlé de la flexibilité mentale, c'est-à-dire la capacité à avoir une pensée qui est souple, alterner entre plusieurs règles, en gros, ne pas se montrer têtu. Quand on est face à une difficulté, pouvoir trouver une solution alternative, c'est pas ce qui caractérise le TDAH, puisque le TDAH, le trouble exécutif le plus prégnant, c'est vraiment un défaut de contrôle inhibiteur, c'est-à-dire l'impulsivité. Il y a une question spéciale dédicace pour toi. Pensez-vous que l'hypnose peut aider l'enfant? Ah, alors c'est un de mes dadas en ce moment. On mène en ce moment une étude justement pour savoir quel est l'impact de l'hypnose sur l'enfant avec TDAH. Il y a des études qui ont été faites chez l'adulte et qui ont montré que les réseaux cérébraux de l'attention et de l'hypnose étaient les mêmes. Et donc, en agissant via l'hypnose, on peut améliorer l'attention, mais surtout, on améliore les éléments anxieux et qui sont ce qu'on a vu très souvent associés au TDAH. Donc, les premières études, moi, que je connais chez l'adulte sont plutôt très positives entre hypnose et TDAH. Et je vais me permettre de relier ça avec une autre question qui est quid de rester calme quand les parents sont aussi TDA. Ici, nous deux le sommes et notre fille aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les moments de grands conflits, colère, dysrégulation émotionnelle, etc., c'est sûr que la capacité de régulation qu'on peut avoir en tant que parent est extrêmement importante. Alors, si on a identifié qu'on a soi-même un TDAH, je pense que c'est important d'être aidé soi-même. Je pense qu'il y a vraiment la question justement de travailler sur la régulation émotionnelle. Et à mon sens, ce qui va être de l'ordre de la méditation pleine conscience et probablement l'hypnose font partie des réponses qui en plus ne sont pas très compliquées à mettre en place. Maintenant, il peut arriver parfois quand on est vraiment trop en difficulté et que des cercles vicieux se sont installés, d'avoir recours à une thérapie familiale et de pouvoir identifier de ce qui est de l'ordre du fonctionnement de chacun, mais aussi parfois de choses qu'on n'a pas identifiées dans le fonctionnement familial qui viennent un petit peu gripper les relations entre les uns et les autres. Et le fait de pouvoir remettre tout ça en mouvement peut aussi aider à ce que ces moments ne prennent pas des proportions pareilles. La dernière chose que je dirais, c'est que quand on est impulsif en tant que parent, je pense que c'est important aussi de pouvoir s'excuser parfois, reconnaître après qu'on aurait peut-être pu faire autrement et changer d'avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps s'excuser. On sait que ce n'est pas terrible pour les enfants, hein, sinon ils ont l'impression que vous faites n'importe quoi. Mais de pouvoir quand même, dans des moments où on sent qu'on a dépassé les bornes, entre guillemets, pouvoir revenir sur cette situation et valider auprès de l'enfant le fait que finalement sa réaction était excessive aussi en réponse à votre réaction excessive. Question d'Agnès, quel professionnel de santé peut nous aider? On reviendra peut-être au diagnostic avant, mais là, il s'agit plutôt d'aide pour la prise en charge. Donc effectivement, Agnès précisait, en plus du psychomotricien. Pour les enfants les plus jeunes, effectivement, la psychomotricité peut permettre d'agir sur l'agitation et l'impulsivité. Ce qu'on conseille, c'est des groupes de parents, puisque ce qu'on a vu, c'est que l'attention, elle ne se travaille pas en tant que telle, mais en revanche, on peut avoir un impact à la fois à l'école avec des aménagements adaptés.
ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire, et à la maison sur on peut se faire aider par des groupes un peu de guidance parentale, des groupes en individuel, pour adapter au mieux sa réponse aux difficultés de son enfant, donc vers qui on peut se tourner, à la fois les CMP, les CMPP et les structures hospitalières qui proposent ce type de groupe. Et puis il y en a un peu en libéral aussi. Et il y en a un peu aussi en libéral, effectivement. Alors, une question connexe, la dyspraxie est-elle un trouble associé au TDAH? Si oui, vers quel professionnel se tourner pour un dépistage? Oui, la dyspraxie peut être associée au TDAH puisque tous les troubles neurodéveloppementaux sont plus fréquemment associés, enfin, sont plus fréquemment présents chez les enfants qui ont un TDAH que chez les autres enfants. Et typiquement, quand il y a une suspicion de dyspraxie, pour le coup, on se tourne vers un psychomotricien. Une question du diagnostic. Laetitia, qui peut effectuer un diagnostic d'identification du TDAH? Donc, il y a plusieurs personnes, soit ce sont des structures pluridisciplinaires, donc certains services hospitaliers, les CMP, centres médico-psychologiques et centres médico-psychopédagogiques, CMPP de secteur, vers qui vous pouvez vous tourner. Et si les listes d'attente sont trop longues, il y a bien sûr les psychiatres en libéral, pédopsychiatres, ou votre pédiatre qui peut vous proposer de rencontrer une ou un neuropsychologue en libéral qui fera une évaluation. Alors, vers quel métier orienter les enfants TDAH? Ça, c'est une question compliquée parce que ça va vraiment être associé à ce que Catherine a beaucoup évoqué, qui est le potentiel de compensation par l'enfant par ailleurs. Donc, chez des enfants qui vont avoir une très bonne intuition logique et une certaine rapidité quand même dans l'exécution des tâches, puisqu'on peut avoir un trouble attentionnel et être rapide. Finalement, l'idéal, c'est qu'ils puissent s'orienter vers surtout un métier qui les intéresse, qui peut être même la programmation informatique, comme c'est le cas chez Mila, par exemple, me souffle-t-on à l'oreille. Il y a beaucoup de médecins qui se retrouvent parmi les TDAH. En revanche, c'est vrai que c'est important de pouvoir être vraiment beaucoup plus précis dans les orientations possibles quand les enfants ont d'autres difficultés associées. Et donc, de manière générale, quand on travaille cette question des orientations, on part vraiment aussi des intérêts des enfants et des adolescents, parce qu'en général, c'est les adolescents, de ce qui pourrait les motiver tout en leur permettant d'évoluer dans un cursus dans lequel ils soient suffisamment à l'aise. C'est un peu flou ce que j'ai répondu, non? Non, c'est très clair. Il faut prendre en compte leurs compétences, leurs difficultés, qui peuvent être très certainement autres que juste les difficultés attentionnelles, et leur centre d'intérêt, et faire un mix des trois. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, tout ce qui est tâches monotones, répétitives, risque d'accentuer les troubles attentionnels présents, mais il y a des tas de métiers pour lesquels les tâches ne sont ni répétitives ni monotones. Donc, Alors après, il y a une question sur l'âge à partir duquel on peut suspecter un TDAH. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut poser un diagnostic de TDAH et à quel âge, au contraire, est-ce que c'est inutile de chercher à poser un diagnostic avant? Alors, officiellement, c'est vrai qu'on parle de TDAH à la fin de l'école maternelle, vers 6 ans. Qui correspond à l'âge auquel ces fonctions ont normalement maturé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enfants qui peuvent être très agités déjà avant. C'est beaucoup plus rare qu'on repère des difficultés attentionnelles à l'école maternelle, puisque les demandes sur le plan attentionnel sont quand même bien moindres qu'à l'école primaire. Je pense qu'il y a une chose importante à dire quand même, c'est que chez un enfant qui serait très agité à l'école maternelle, c'est important de se poser la question d'un trouble du neurodéveloppement au sens large.
et que c'est vrai quand un enfant est très agité, on peut penser d'abord au TDAH parce que c'est le symptôme le plus visible, mais ça peut parfois masquer aussi des difficultés quand même beaucoup plus importantes sur le plan des interactions, sur le plan relationnel et par exemple un trouble du spectre autistique. Et donc, je me permets de dire que la personne qui a posé la question est professeure des écoles. C'est vrai que vous avez un rôle important de dépistage dans les écoles et je pense que pour le coup, un enfant très agité à l'école maternelle doit rencontrer un professionnel de santé psy, à commencer par la psychologue scolaire. Et effectivement, un trouble de l'attention, un trouble de la concentration, une agitation, on retrouve ça dans plusieurs pathologies. On en a parlé, il y a l'anxiété, mais toi, tu parlais de troubles du spectre autistique, je pense aussi ou tout simplement aux troubles de la compréhension, aux troubles du langage, troubles des apprentissages, un enfant qui ne comprend pas à l'école, pour lesquels les apprentissages vont lui demander plus justement d'attention, qui va être des apprentissages qui vont être plus coûteux pour ses pairs. Ça va se traduire par une agitation qui n'est pas forcément symptomatique d'un TDAH. Il y a une autre question spéciale dédicace. L'apprentissage de la musique peut-il avoir des effets positifs sur le TDAH? Alors, oui, on l'a montré avec des études assez anciennes, mais aussi des études qui ont été faites par Mila. Il y a des réseaux qui sont communs à l'attention et au langage écrit, et le fait de travailler la musique permet de travailler la structuration rythmique, le traitement qu'on appelle séquentiel, qui est le même dans le langage écrit, dans l'apprentissage de la lecture. Donc, travailler la lecture et le rythme a un impact sur la lecture, oui. Est-ce que je me lance dans cette question compliquée de l'exposition aux écrans? Est-ce que l'exposition aux écrans durant le développement de l'enfant favorise l'apparition du trouble? Alors, vraisemblablement que l'exposition aux écrans ne favorise pas l'apparition du trouble, même si aujourd'hui, on manque quand même encore vraiment beaucoup de données sur des grandes populations et qui soient menées de façon suffisamment propre pour pouvoir faire la part des choses entre l'exposition aux écrans et d'autres facteurs de risque connus de TDAH. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que même si il n'y a pas de TDAH vraisemblablement induit par l'exposition aux écrans, le fait d'avoir recours à cette récompense immédiate de façon très très répétée, sans avoir d'entraînement finalement à des activités qui nécessitent plus de capacité à différer la récompense dans la durée, comme ne serait-ce que la bonne paye, vraisemblablement que ça peut être un facteur d'entretien. Tu dirais ça aussi? Oui, et surtout, comme tous les enfants avec des troubles du neurodéveloppement, quand les parents sont en difficulté, une des réponses apportées aux difficultés et au fait que l'environnement familial soit un petit peu perturbé peut être l'écran. Donc, ça peut être la réponse aux difficultés de l'enfant apportée par les parents pour avoir un temps de répit qui peut être l'écran. On va peut-être prendre 2 questions supplémentaires. Oui, pourquoi on en a passé? Oui, avec plaisir. La question sur la génétique, est-ce que le TDAH peut être génétique? 2 enfants TDA, dont un TDAH et le 3e suspicion. Oui, on sait qu'il y a que la part dans la population d'apparition du trouble liée à des facteurs génétiques hérités des parents est très significative dans le TDAH. Donc, il y a une vulnérabilité génétique au TDAH. On a commencé à identifier quelques gènes qui peuvent être plus particulièrement impliqués. Maintenant, comme chaque gène augmente très peu, enfin, la variation dans un gène identifié augmente très peu le risque. C'est des pathologies dans lesquelles les facteurs génétiques sont difficiles à identifier individuellement. Mais très clairement, il y a une vulnérabilité familiale. Et c'est pour ça qu'on insistait sur le fait que quand on est parent d'enfants qui ont un TDAH, on est plus à risque d'avoir un TDAH soi-même et donc d'avoir des réactions aussi impulsives et un peu en miroir de celles des enfants.
Quelle thérapie en dehors du médicament est la plus adaptée? Donc pour les petits, entre 5 et 7 ans, souvent ce qu'on disait, c'est la prise en charge en psychomotricité qui va permettre de travailler sur plutôt l'agitation et l'impulsivité. Il n'y a pas de rééducation à proprement parler de l'attention qui fonctionne. En revanche, pour les plus grands, et en général ce sont les neuropsychologues qui font ce type de travail, on peut proposer un travail plus sur le fonctionnement exécutif, c'est-à-dire savoir s'organiser soi-même, savoir planifier les tâches, prendre conscience de où sont ses difficultés et quelles sont les adaptations qu'on peut mettre en place. Et puis, ce que je disais, l'HAS recommande vraiment que ce soit plutôt des adaptations, des aménagements qui viennent à la fois de la cellule familiale et de l'école. Une question pour Aesio. Est-ce que Aesio va prendre en charge les séances de psychomotricité et Oui, il ne prend pas en charge les séances de psychomotricité. Est-ce que ça va évoluer avec les webinaires proposés sur le TDAH? Alors, vous m'entendez? Je ne sais pas. Oui. Oui. Alors, sur les contrats, sur les garanties, il y a déjà des prises en charge qui sont faites en fonction des contrats. Après, quand il y a des restes à charge qui sont assez élevés, bien évidemment, il y a au sein de la mutuelle ce qu'on appelle un fonds de solidarité que les parents peuvent solliciter pour présenter leurs besoins pour financer ces séances qui ont un reste à charge très lourd généralement, puisque c'est sur l'année. Et donc là, on peut effectivement leur venir en aide. C'est étudié par une commission et il y a des aides qui sont accordées. On en accorde régulièrement dans l'année, que ce soit pour des séances de psychomotricité, de psychothérapie, d'ergothérapie. Donc voilà, il n'y a pas de raison de ne pas faire la démarche, en tout cas, pour pouvoir se faire soutenir. Alors, il y a encore une cinquantaine de questions posées par vous, parents. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'y répondre, mais je pense que nous pourrons y répondre ultérieurement via le chat de ce webinaire. Voilà, donc on espère qu'on a répondu en tout cas à la majorité de vos questions et que ça vous a apporté une aide, des éléments de réponse aux problématiques que vous rencontrez au quotidien avec vos enfants. Merci. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci mesdames, merci à tous pour votre participation et nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir.